Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn podcast sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, en compagnie de Samuel, on va parler de sécurité ainsi que de technologie de la blockchain. Mais avant de commencer, je tiens à préciser, comme à chaque podcast, qu'on n'est pas des conseillers financiers et que rien de ce qu'on dit, divulgue ou partage n'est un conseil financier. On vous invite donc à faire vos propres recherches et avoir vos propres conclusions afin d'investir dans le marché si c'est ce que vous décidez, puisque c'est un marché très volatile qui comporte d'extrêmes grands risques pouvant mener à d'énormes pertes. Samuel, comment ça va? Super content d'être avec toi, comment ça va? Ça va super bien. Donc aujourd'hui, on parle de sécurité, on parle de technologie de la blockchain. Sécurité, je crois que c'est quelque chose que les gens négligent souvent. Absolument. Et ça, c'est un gros point. Hein. Souvent, les gens, c'est pour ça qu'ils ont peur. Ils sont comme, ah, mais j'ai vu des histoires où la personne ne peut plus se connecter à ses mots de passe. J'ai vu des histoires où quelqu'un a perdu, il a 10 millions de dollars de Bitcoin, mais il peut pas y accéder pour XXX raisons ou des transactions aussi ou ça. Et la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Premièrement, la toute première chose à savoir, c'est que dès que vous rentrez là-dedans, c'est de jamais cliquer sur aucun lien. D'accord? Tu parles de ça, puis ce matin, j'ai reçu un message texte provenant d'un numéro de téléphone qui est écrit « Don't miss out. This cryptocurrency is getting 5x returns. Read this update before it expires. » Là, il t'envoie un lien, là. Exactement. J'ai pas cliqué, on s'entend, là, parce que je suis conscient, mais beaucoup de gens se font avoir beaucoup de gens avec cliquent. Ça, là. Énormément de gens. Exactement. Et la plupart du temps, lorsqu'on se fait voler, pirater ou des choses comme ça, c'est une erreur qui vient de notre côté. 100%. C'est très rare que quelqu'un arrive à pirater sans une erreur qui vient de notre côté. Le gars, ça doit être un génie. Alors, des fois, vous allez recevoir des emails, Binance, attention, sécurité, vous êtes ici, ou Ledger, attention, sécurité. Et c'est fou parce que vous allez voir que ça ressemble vraiment à un vrai email de Ledger ou Binance ou des choses comme ça. Mais il ne faut jamais cliquer sur aucun lien, que ça soit une alerte de sécurité, tu vas perdre tous tes cryptos, le gouvernement va te poursuivre. Exact. On clique sur aucun lien. Une des astuces aussi, souvent, je dis pas que c'est 100% du temps que ça va fonctionner, je veux dire entre guillemets, mais c'est que souvent quand ils envoient ces courriels-là, tu as comme un bouton, ok, que tu dois cliquer dessus pour faire ta vérification, entre guillemets, faire ta vérification. Mais souvent dans les courriels, juste en bas, tout bas du courriel, tu vas avoir des pour nous contacter, tu sais, des petits liens écrits en tout petit pour nous contacter, des choses comme ça, qui proviennent comme normalement des vrais courriels des compagnies. Mais ces liens-là, dans les faux courriels, souvent, ne fonctionnent pas. Donc, oui, tu réponds pas à des courriels comme ça, mais même dans la mesure où tu n'es pas certain, juste les petits boutons comme nous contacter ou des choses comme ça, des fois que tu vas arriver pour cliquer dessus ou simplement le logo qui normalement t'amènerait vers le vrai site de la compagnie ne fonctionne pas. Ouais. Il y a aussi la possibilité avec Binance, Ledger et tout ça de faire des anti-phishing codes. Et dans le fond, c'est quand on va dans nos paramètres, on met un code anti-phishing, et ça s'appelle comme ça, et tu peux écrire quelque chose. J'ai un ami qui a écrit It's all good, bro. Tu peux écrire un code 1, 2, 3, 4, 5, tu peux écrire une phrase. Et donc, à chaque fois que tu reçois un email, tu vas voir en haut à droite anti-phishing code avec le mot ou les numéros. Et donc là, tu sais que normalement, ça provient bien d'eux parce que c'est toi qui l'as mis avec eux. Mais même à ça, normalement, la compagnie, ils vont jamais te demander de cliquer sur un lien. À moins que tu viennes faire une demande, exemple, pour une transaction, puis disons, on vient de vous envoyer un email, va vérifier, là, tu vérifies, puis c'est celui-là, tu as ton anti-phishing code, mais 99% du temps, ils vont pas vous demander de cliquer sur un lien. Donc, la plupart du temps, c'est des erreurs qui viennent de notre côté. Ça, c'est la première chose. C'est extrêmement dur de se faire pirater, de se faire hacker. T'as même des posts, mettons sur Facebook, puis là qui disent ok, ta première date c'était quel mois et où quelle date là, puis souvent les gens ils rentrent dans le hype, là ils commentent,
que leur première date, c'était par exemple au restaurant le 19 janvier 1920, par exemple. Euh, Puis ça, ben souvent, c'est ce que les gens utilisent dans leur mot de passe. Ah Puis ouais. souvent, ils se font pirater à cause que eux-mêmes, ils ont commenté sur une publication qui crée une espèce de hype comme ça, puis les gens ils se font pirater. Ben, ça arrive, j'imagine, peut-être plus avec le compte Facebook lui-même Ah ouais. que la crypto-monnaie, mais reste que le point est, comme tu as dit, ça provient de nos erreurs à nous et non des erreurs des autres. Exactement. Et après, quelque chose à faire aussi, c'est côté email, c'est d'avoir des emails sécurisés, des emails encryptés. Donc, si je vais faire un compte, au lieu d'utiliser un Hotmail ou un Gmail, je peux utiliser par exemple ProtonMail. Exactement ce que j'avais noté. Voilà, Proton, ProtonMail, ça vient d'une compagnie suisse qui sont qui fonctionnent sur un blockchain. Donc, ProtonMail, c'est une adresse email qui fonctionne sur un blockchain, qui est sécurisée, donc encryptée, qui évite justement de recevoir toutes sortes de choses qu'on ne veut pas, de courriers indésirables, et aussi de se faire hacker, hein, parce que hacker un email, c'est pas si difficile. Il y a des gens qui sont en capacité assez rapidement de le faire. Donc ça, déjà, c'est une des premières mesures. Avant même de penser à investir, il faut s'éduquer et il faut, dans l'éducation, apprendre les bases. Et une des bases, c'est la sécurité. Comment sécuriser. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Sinon, tu laisses tout ça ouvert à tout le monde. Exact. Donc, c'est là où on arrive avec, par exemple, des ProtonMail pour sécuriser son email. Les VPN. Des VPN pour avoir une adresse à un autre endroit, être plus discret. Et c'est juste une question exactement de discrétion puis d'éviter d'être localisé, si je peux dire, toujours au même endroit plutôt. Là. Exactement. Après, il y a toutes les cold wallets, les hot wallets. Exactement. Ça, c'est juste comme tu en parles, puis c'est quelque chose que je voulais qu'on discute rapidement, la différence entre un hot wallet puis un cold wallet. On s'entend que hot wallet, c'est par exemple des portefeuilles qui sont en ligne. Donc, par exemple, Trust Wallet. Coinbase Wallet. Coinbase Wallet. T'as aussi MetaMask. MetaMask, exactement. Ça, c'est toutes on les appelle les hot wallets parce que c'est des portefeuilles chauds, donc qui peuvent se faire hacker, exactement, qui sont en ligne. Puis les cold wallets, par exemple, Ledger, donc d'avoir son Ledger déconnecté du réseau Internet, en fait, qui détient ta crypto dedans. Exactement. Donc, il y a trois choses. Il y a les portefeuilles qui sont sur des échanges. Par exemple, si j'achète sur Binance, tout ça, c'est le moins sécurisé parce que c'est la pire de tous. C'est ouvert. C'est un réseau ouvert à tous. Ensuite, tu as les wallets. Le cold wallet, c'est par exemple un wallet qui va être sur mon téléphone, sur mon ordinateur, où là, je vais, comme on a dit, Trust Wallet et tout ça. Beaucoup plus dur à accéder, beaucoup plus dur à hacker. Et ensuite, un cold wallet, souvent les gens se demandent, j'ai entendu parler de ça, Ledger, Trésor, ça ressemble à des clés USB. Tout ce que c'est un pare-feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je viens sur mon téléphone et que je viens sur mon application Ledger, j'ouvre mon Ledger, je vais voir mon portefeuille, je vais voir mes choses. Mais disons que je veux t'envoyer de l'argent, JP. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir connecter ma clé USB. Exact. Et cette clé, ça ressemble à une clé USB, mais bon, Ledger, et rentrer le mot de passe. Alors, c'est comme si, exemple, pour aller à la maison, j'ai besoin de mettre une clé avec un code. Alors, c'est comme une double sécurité. Donc là, je vais devoir connecter la clé et mettre le code, en plus du mot de passe de l'application, pour pouvoir faire les transactions. Ça, c'est ce qu'on appelle un cold wallet. Ça veut dire que le code de sécurité, la façon de se connecter est complètement hors ligne. Tu peux pas le hacker. Exact. Mais ça s'applique pour envoyer la crypto, pour la sortir. Pour la sortir, ouais. Mais pour la recevoir, tu peux la recevoir. Oui, exactement. On peut la recevoir. Tu n'as pas besoin de l'avoir avec toi. Tu peux avoir ton adresse, puis la recevoir, mais tu ne peux pas en envoyer si tu n'es pas connecté avec la clé. Exactement. Tu as besoin de... C'est comme je dis, tu as besoin de mettre ta clé, le mot de passe, et là, tu peux en envoyer. Donc, comme ça, tu sais que même si tu aurais fait une erreur ou peu importe, n'importe qui ne va pas pouvoir se connecter à ton portefeuille et l'envoyer. À moins qu'il veut t'en donner, mais dans ce cas-là, c'est parfait. Il peut vous en envoyer, vous pouvez en recevoir. Mais voilà, personne peut... exact. Puis une autre des erreurs, en fait, qui est souvent commise, c'est quand les gens écrivent leur portefeuille, puis là, on te donne des seed words, puis les gens... Ah, c'est quoi ça? Je vais pas noter. Je vais pas le noter. Ouais, ça, c'est... Pire erreur à faire, c'est la pire erreur. C'est de les noter,
Et personnellement, comme conseil que je donne, c'est de ne pas les mettre au même endroit que ton ledger, par exemple, si c'est ce portefeuille-là. Donc, c'est vraiment de les garder à part, sécurisés. Il y en a qui les gravent sur des pièces de métal. Il y en a même qui les mettent dans des coffres à la banque pour les garder à un endroit safe. Exact. C'est super important parce que ces mots-là, c'est la seule façon de récupérer. Disons que moi, j'ai mon ledger, je suis à la pêche. Bon, je sais pas pourquoi je suis allé à la pêche avec mon ledger. Et paf! Je l'échappe dans l'eau et en plus, il y a un saumon qui vient le manger. Là, c'est fini, mon ledger. Oublie ça. À moins que tu fasses cuire le saumon. Ouais, c'est ça, faut que je le retrouve. Tac. Et là, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens vont dire « Mais là, comment je fais? C'est fini, j'ai perdu mon ledger. » Non, le ledger est seulement une clé. Ça veut dire qu'elle peut être réinitialisée. Le truc, c'est qu'elle peut être réinitialisée seulement avec une seule chose. Les mots. Ouais, c'est ça, les mots. Alors, les dépendances, ça va être sur quoi? Normalement, c'est 12 mots, 20 mots, 25 mots, ça dépend. Ledger et tout ça. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut les garder bien cachés aussi. Parce que n'importe qui a ces 25 mots peut réinitialiser tout. Donc, si moi, maintenant, quelqu'un me donne ces 25 mots, je pourrais, si je suis mal intentionné, prendre ces 25 mots, aller m'acheter une ledger, n'importe laquelle qui est vide, la connecter et la réinitialiser avec ces 25 mots, tout réinitialiser et j'ai accès à toute la crypto de la personne. Et en plus d'y avoir accès, vu que je mets un nouveau mot de passe, l'autre n'y a plus accès. Exactement. À moins qu'il réutilise les 25 mots. Mais de là, j'ai le temps de transférer tout et puis l'argent n'est plus là. Donc ça, c'est extrêmement important, de noter les mots, les garder quelque part bien cachés. Et pas avec, pas avec son ledger. Définitivement pas avec le ledger. C'est une mauvaise idée. Bon, je crois que pour la sécurité, on a fait le tour. Yes. Là, si on parle de technologie de la blockchain, on veut pas non plus en parler trop en profondeur parce que le but, c'est oui d'apprendre, c'est le learn and earn, mais c'est de pas non plus perdre les auditeurs. Donc, c'est sûr que si vous voulez en savoir plus, faites vos recherches pour en lire un peu plus en profondeur. Mais si on parle vraiment de la technologie de la blockchain, dans le fond, c'est un principe au niveau des transactions initialement. Exactement. Alors, le but de la blockchain, c'est de jamais perdre aucune donnée. Donc, on pourrait prendre ça comme un ordinateur. Je vais essayer de mettre ça dans des termes super simples. On pourrait prendre ça comme un ordinateur super intelligent. Exact. Et dans le fond, cet ordinateur, il a des bébés. Et tout le monde est connecté ensemble comme une grande famille. Okay? Et tous ces ordinateurs-là sont connectés ensemble comme une grande famille et se passent l'information d'un à l'autre sans jamais la perdre. Donc, imaginons qu'on aurait 4 ordinateurs ici et ces 4 ordinateurs-là sont connectés ensemble et dans le fond, l'information reste là. Donc, le blockchain, c'est comme un peu l'Internet 2.0. Plus rapide, plus efficace, où l'information ne se perd jamais. Sur des blockchains, on va retrouver par exemple ce qu'on appelle des contrats intelligents, qu'on en parlera plus tard, sûrement sur un autre podcast. Mais un contrat intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, par exemple, je l'expliquerai plus en détail sur notre podcast, mais disons que on va prendre le blockchain de Bitcoin, qui n'est pas pour des contrats intelligents, mais ça va faire la même chose, l'exemple. Et disons que JP m'envoie un Bitcoin. Quand tu veux d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est toujours une question là, aussi de transaction de A à B. Exact. Toujours de transaction de A à B. Donc, portefeuille A, c'est JP. Portefeuille B, c'est moi. Il m'envoie un Bitcoin. Tout le long que ce Bitcoin est envoyé, on va pouvoir le voir se promener dans le réseau. On va pouvoir le voir se promener dans le réseau jusqu'à temps qu'il arrive. Et pour toujours, on va voir que JP m'a envoyé un Bitcoin. Donc, on ne voit pas Sam et JP, on voit exemple portefeuille A1 et B1 et on va pouvoir voir que de portefeuille A1 à B1, un Bitcoin a été transféré à telle date et ça ne partira jamais du réseau, d'accord? Et ce qui est fort avec ça, c'est que imaginons qu'on pousse ça un peu plus loin et on va pour des contrats intelligents. Et où exemple, JP m'achèterait une maison. Et moi, cette maison-là, je la mets sur le blockchain sous contrat intelligent. Au lieu de faire un contrat à la main, il me l'achète sur un contrat intelligent. Et là, le blockchain va garder l'information à tout jamais. Donc, à tout jamais, on va voir Samuel, JP a acheté une maison à Samuel à tel moment pour tel prix. Et donc, JP, avec ça, peut prouver, parce que c'est ça que c'est un contrat intelligent, que c'est lui qui a acheté la maison à tel moment, à tel prix. Et c'est là pour toujours.
Et donc, c'est vraiment ça le but de blockchain, c'est de permettre de transférer de l'information de façon super intelligente, super rapide d'un point A à un point B et que ça soit là pour toujours. Donc, c'est un super serveur, si je peux expliquer ça simplement comme ça. Voilà. Puis si on parle de les miners, les mineurs. Les mineurs. Alors, souvent, on entend parler, surtout quand on parle de Bitcoin, de mineurs. Alors, il y a présentement deux grandes technologies. POW, POS, Proof of Work et Proof of Staking. Là, la plus connue, c'est celle de Bitcoin qui est Proof of Work. Les mineurs, c'est tout simplement, dans le fond, comment fonctionne le réseau de Bitcoin. Toutes les cryptos ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a que c'est Proof of Staking. Ça, on en parlera sûrement dans un autre podcast quand on va parler des différentes sphères de la crypto. Mais pour parler de Proof of Work, qui est le tout premier, qui est tout simplement les mineurs. Alors, les mineurs, qu'est-ce que c'est exactement? C'est super simple. Si on prend, exemple, un ordinateur, pour faire fonctionner le réseau, il faut de l'essence. Il faut qu'un moteur tourne. Si le moteur ne tourne pas, la voiture ne peut pas avancer. Alors, les mineurs, c'est des gens qui vont avoir des cartes graphiques, comme un ordinateur avec des cartes graphiques, et qui vont faire fonctionner cet ordinateur et ces cartes graphiques pour que le réseau au complet fonctionne. Alors, c'est comme si, exemple, le réseau de blockchain de Bitcoin a besoin de plein de moteurs pour faire avancer le véhicule. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les mineurs, c'est ces gens-là, c'est ces ordinateurs-là qui sont les moteurs qui font fonctionner tout le réseau. Alors, n'importe qui peut devenir mineur. Il s'achète un ordi, il se met des cartes graphiques. Dépendant du nombre de cartes graphiques, il va pouvoir miner un certain nombre et il va faire partie du paramètre. C'est les mineurs qui font en sorte que les transactions soient approuvées ou non. Donc, si, exemple, moi, j'envoie une transaction à JP, pour s'assurer que ce n'est pas une fausse transaction, une majorité de mineurs va approuver que la transaction est bonne. Comment? Grâce à un code. Donc, ils doivent résoudre en fait un énigme mathématique, si on peut dire ça comme ça. Exact. Et donc, il va venir résoudre cette énigme-là. Et lorsque la majorité des mineurs lorsque un a trouvé la solution, les autres l'approuvent, c'est bon, la transaction est bonne, elle est approuvée, elle va rester dans le système à jamais, on va le voir. Hop, la transaction est approuvée. Donc, les mineurs, c'est comme les moteurs, c'est comme les calculatrices. Exactement. Qui font... les solutionneurs de problèmes afin d'approuver et d'autoriser une transaction. Exact. Puis je crois que c'est important, en fait, d'en parler. Surtout, même si c'est un petit survol, je crois que c'est important de le faire parce que souvent, les gens croient que ce n'est pas sécuritaire, mais le fait que les gens croient que ce n'est pas sécuritaire est dû à la propagande des mauvaises nouvelles de sécurité causées par les personnes elles-mêmes. Parce qu'on l'a dit au début, s'il y a un manque de sécurité quelque part, puis que tu te fais hacker, que tu perds ta crypto, le problème provient de toi, de ton manque de sécurité. Donc, le réseau lui-même est sécuritaire. Extrêmement sécuritaire. Ce qui n'est pas sécuritaire, c'est le manque de connaissances par rapport à la sécurité que les gens n'ont pas. Exactement. Et pour les gens qui pensent justement qu'un réseau peut se faire hacker, par exemple, que Bitcoin pourrait se faire hacker, la seule façon de hacker le blockchain de Bitcoin, c'est avec une technologie beaucoup plus avancée qui s'appelle des ordinateurs quantiques. Je ne vais pas rentrer exactement là-dedans, mais ces ordinateurs quantiques-là viennent de la physique quantique. Okay? La physique quantique, c'est un principe comme quoi, en fait, avec la physique quantique, tu pourrais tout faire, même te téléporter, retourner dans le passé. En tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais présentement, le seul ordinateur quantique qui existe, c'est un prototype créé par IBM et sa puissance, c'est puissance 50. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour hacker le blockchain de Bitcoin, il faut puissance 5000. On est très, 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 très loin d'avoir aucun système qui est capable de le hacker. Et encore là, on ne sait même pas si un ordinateur de quantique de puissance 5000 pourrait le hacker. C'est peut-être plus. On sait qu'il faudrait minimum ça. Alors, disons que pour ne pas dire impossible, on va dire quasi. Quasi impossible. Quasi impossible. Disons que les possibilités sont très minimes. Peut-être s'il y a une autre civilisation beaucoup plus avancée qui sont déjà sur des ordinateurs quantiques, pourrait venir et nous envahir et hacker Bitcoin. Mais présentement, la technologie, on sait comment c'est possible d'être fait, mais on est
cette technologie n'existe pas. Le jour où on aura des ordinateurs quantiques à 5000, on va littéralement être capable de se téléporter, là. C'est juste pour donner une idée aux gens, là. Donc, ouais. Super. Ben, merci Samuel, encore une fois, de ton savoir, de ton knowledge et du partage, en espérant que ça éclaire énormément de personnes au niveau de la sécurité et de la technologie de la blockchain. Hein, le but, c'est quand même de vous rassurer que c'est sécuritaire, mais que le manque de sécurité, ça provient de vous-même. Exact. Donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, hein, le podcast. C'est là pour vous. Donc voilà, on se dit au prochain podcast. Merci de m'avoir invité. On se voit au c'est prochain. toujours un plaisir. Tu es là à chaque podcast. À chaque podcast.